Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui on va encore faire une vidéo sur l'intelligence artificielle et l'agilité. C'est une série de vidéos qui a pour but de savoir si l'IA, donc ChatGPT, Claude, Gemini, donc c'est les trois qu'on va tester, peut nous aider dans notre travail de Scrum Master, de RTE, de coach agile, etc. Donc on teste l'IA par rapport à des sujets d'agilité. Il y a déjà eu 3 vidéos sur le sujet, 2 où on faisait on soumettait à l'IA, aux différentes IA, des use cases, j'ai appelé ça classique Scrum Master, des questions assez classiques, des problématiques classiques de Scrum Master. Et on demande à l'IA de nous aider, de répondre à des questions, de nous conseiller. Une vidéo, la précédente, qui était sur le dessin de templates de rétrospective. Donc on demandait à l'IA par exemple de nous dessiner une rétrospective, un template, une image pour animer une rétrospective de type Speedboat par exemple. Bon, c'était pas très concluant, donc pour la rétrospective on repassera. Et là, quatrième vidéo, c'est un nouveau type de sujet mais qui est très similaire aux premières vidéos qu'on a faites sur l'IA. Ça va être sur les conflits. Donc je rappelle un peu les règles, alors là je spoil un peu en avance, mais tout d'abord les règles, donc on teste l'IA d'aujourd'hui, ce qui est disponible aujourd'hui, on ne fait pas de spéculation sur ce que sera capable de faire l'IA dans le futur, donc on va tester des IA en live, donc vous allez le voir. L'IA, bon, mon avis, je développerai dans une vidéo dédiée, mais je pense pas que ça va remplacer complètement les Scrum Master ou Coach Agile ou RTE ou autres postes, en tout cas dans l'agilité. Bon, moi je me concentre sur ces 3 rôles-là. Mais ça peut rendre des services, donc l'objectif de ces vidéos c'est de voir sur quelles activités l'IA peut nous aider, dans quelle mesure elle peut nous aider et est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA pour réaliser certaines tâches. Donc je vous rappelle le système de notation qui va être le même que pour les premières vidéos. Donc ça va de 5 à 0, 5 étant la meilleure note. Pour chacun des use cases, je vais donner moi une réponse, donc ce que je pense être une bonne réponse. Alors après vous pouvez ne pas être d'accord avec mes réponses, hein. Dans ce cas là n'hésitez pas à le commenter en dessous de la vidéo. Parce que de toute façon ces situations sont jamais simples, les use cases sont jamais simples et il n'y a pas forcément une réponse automatique en fonction du Scrum Master, de son style, etc. ou de l'équipe. Il peut y avoir des tas de réponses différentes. En tout cas, moi, je vais vous donner ce que j'estime être une bonne réponse. Ça sera le point de base pour juger l'IA. Donc, il faut bien avoir une référence pour juger. Donc, ça va être ma réponse que je vais donner avant l'IA. Et ensuite, on verra si l'IA répond aussi bien, voire mieux. C'est possible. Donc, dans ce cas-là, elle aura 5 sur 5. Si l'IA répond presque aussi bien, bon c'est un peu subjectif, mais bon voilà, presque aussi bien, elle aura 4. Si la réponse est correcte, mais pas entièrement satisfaisante, par exemple incomplète, ce sera 3. Une réponse comportant des erreurs, c'est 2. Donc toute erreur, même faible, comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, sera sanctionnée durement. S'il y a une erreur, c'est direct 2, parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas faire confiance à l'IA, quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui se repose sur l'IA et qui lui fera confiance aveuglément pourrait commettre des erreurs. Donc c'est pour ça que je sanctionne durement les erreurs de l'IA. Réponse fausse 1, voilà, et réponse, on pourrait presque mettre 0, mais le 0 c'est pour la réponse qui n'a aucun sens ou pas de réponse du tout. Donc on entre dans le vif du sujet, donc là ça va être des use cases, mais de type conflit, ce que j'ai appelé conflit. Alors vous allez comprendre très vite. Donc je demande à l'IA de se comporter comme un coach agile expérimenté pour lui spécifier un rôle. Le premier conflit, un de mes team members est fâché et refuse de travailler. Donc je vous lis le prompt en entier en même temps que je le soumets à l'IA. Donc, comporte-toi comme un coach agile expérimenté. Je suis Scrum Master d'une équipe. Suite à une dispute avec une personne extérieure à l'équipe, un des team members boude et refuse de travailler. Ce team member pense qu'il s'est fait injustement disputer et ne veut pas travailler sur les US qui étaient prévus, mais on a besoin de lui pour les compléter. Que me conseilles-tu? Alors, je vais un peu vite en besogne parce que j'ai dit que j'allais d'abord donner la réponse. Dans cette situation-là,
qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je conseillerais? Bon, déjà, s'il y a une dispute, alors là, j'ai spécifié quelqu'un d'extérieur à l'équipe, une personne extérieure à l'équipe. Donc, dans n'importe quelle dispute, ce qui est bien, c'est d'avoir un médiateur. Donc, par exemple, le Scrum Master. Donc, j'ai commencé par dire je suis Scrum Master d'une équipe. Le Scrum Master peut servir de médiateur entre cette personne extérieure à l'équipe et le team member qui s'est disputé. Donc essayer de comprendre le point de vue de chacun, essayer de écouter chacun, savoir éventuellement si quelqu'un a raison, quelqu'un d'autre n'a pas raison. Alors bon, c'est pas, la plupart du temps, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, essayer de trouver un compromis, un arrangement, que les gens fassent la paix, qu'on reparte sur de bonnes bases. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après, si le team member est très fâché, refuse de travailler, qu'est-ce qu'on peut faire donc si on n'arrive pas vraiment à solutionner rapidement les choses, moi j'aurais tendance à dire que si une personne boude dans son coin, on la laisse bouder pendant un certain temps, parce que parfois les gens, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas on-off, il suffit pas de trouver une solution, hein. On est des êtres complexes, on a tous des émotions, etc. Et si une personne refuse de travailler, même si on a besoin d'elle, elle va pas faire ça éternellement, je pense. Donc c'est comme quand quelqu'un est malade, donc l'équipe doit prendre en compte cette indisponibilité, hein, comme si la personne était malade, et attendre que les choses se calment. Donc ça peut durer quelques jours, une semaine, attendre le week-end. Donc voilà, ça c'est un aléa, un impediment qu'on pourrait avoir. Bon, voilà, donc mes 2 points, faire la médiation, essayer de faire une médiation entre les 2 personnes qui sont disputées. Si ça marche pas, on attend un peu pendant un certain temps que les choses se calment d'elles-mêmes. Voilà, donc c'est assez basique. Donc, que nous a répondu ChatGPT? Voici quelques conseils en tant que coach agile expérimenté pour gérer cette situation délicate. Crée un espace de dialogue sécurisé, organise un entretien individuel, rencontre le membre de l'équipe en privé. Donc ça, je l'avais dit, hein, essayer de voir le point de vue de chacun. Effectivement, d'abord en individuel et ensuite essayer de faire une médiation. Je ne sais pas si je m'étais exprimé clairement, mais c'est ce que je voulais dire. L'objectif est de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, il faut toujours comprendre ce qui s'est passé. Exprime de l'empathie, montre-lui que son ressenti est légitime, même si tu ne partages pas forcément sa perspective. Ça c'est toujours utile. Après, donc l'empathie, faire preuve d'empathie, c'est quelque chose qui est très à la mode. Mais moi je pense qu'on ne peut pas surjouer l'empathie. On ne peut pas faire semblant non plus d'être empathique, même si certains le font. Bon, faut être posé, écouter vraiment les points de vue, être dans une écoute, une véritable écoute et une écoute active. Après l'empathie, ça aide forcément, hein. Clarifie les faits, exactement, obtient la version des faits. Mets en avant les valeurs agiles. Rappelle les valeurs de la collaboration et de respect mutuel, ça peut pas faire de mal. Fais le lien avec l'impact de son refus sur le collectif. Bon, ça, c'est discutable. Moi, je j'aime pas faire du finger pointing, accuser les gens, etc. Le collectif, voilà, il vit sa vie avec tous les aléas qu'il a et voilà, alors bien sûr, ça peut se défendre, hein. Après, chaque situation est différente. Ainsi, sur le fait que résoudre ce conflit fait partie de la construction d'une équipe. Bon, soit facilite une médiation, donc ça, je l'avais dit, médiation, c'est un des 2 points que j'avais dit. Si le conflit implique une autre personne identifiable, propose un espace neutre pour échanger avec toi comme facilitateur. Encourage la discussion ouverte et respectueuse. Bon, je ne vais pas tout lire, hein, comme à chaque fois, mais on a l'idée. Propose un compromis immédiat et nous propose beaucoup de points quand même, ChatGPT. Si la discussion ne débloque pas immédiatement la situation, propose une solution intermédiaire. Le membre peut contribuer sur des tâches moins sensibles ou travailler en binôme pour alléger la pression. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, je ne l'avais pas dit. Élaborer un plan pour l'avenir. Une fois le problème résolu, réfléchissez ensemble à des mécanismes pour éviter qu'un tel conflit se produise. Bon, les conflits peuvent toujours se produire, que des gens disputent, ça arrive. Exemple de phrase pour l'entretien. Je comprends que tu te sentes mal à l'aise. Bon, je vais pas lire les phrases, mais j'imagine qu'elles sont très bien. Encadre le reste de l'équipe, prévient les autres membres que la situation est en cours de résolution, encourage une atmosphère de soutien. En tant que Scrum Master, ton rôle est d'aider à restaurer la dynamique de l'équipe. Bon, il ne dit pas ce qu'on fait si la personne refuse quand même de bouder, mais il propose une solution de compromis. Donc moi, ça me va. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne réponse. Donc je vais mettre 5. Voilà. C'est pas non plus une science exacte,
Donc on va mettre la même question pour Claude. Hop. Donc on va essayer quand même d'aller assez vite. Je vais lire en diagonale pour pas que la vidéo dure trop longtemps et pour pas que ça vous ennuie. Donc là, Claude est toujours assez verbeux. En tant que coach agile expérimenté, voici mon approche pour gérer cette situation. Création d'un espace de dialogue, proposer un entretien individuel. Donc ça, ChatGPT, il avait dit aussi. Écoute active et empathie, c'est la même chose que ChatGPT. Cherche à comprendre sa perception de l'événement. Effectivement, cherche à comprendre, c'est toujours très utile. Recadrage professionnel. Rappeler les objectifs collectifs. Alors là, ça s'intitule recadrage professionnel. Recadrage, je trouve que c'est un terme un peu fort, mais bon, pourquoi pas. ChatGPT l'avait dit aussi, distinguer le conflit personnel des responsabilités professionnelles, ou effectivement, pourquoi pas, expliquer l'impact de son retrait. Donc ça, c'est exactement la même chose que ChatGPT, enfin, sous une forme différente. Solution constructive, proposer des mécanismes de résolution, médiation si nécessaire, clarification des malentendus, définition des règles, effectivement. Concentrez-vous sur la reconstitution, pas sur la... Concentrez-vous sur la reconstruction, pas sur la culpabilisation. Effectivement, pas de culpabilisation. Suivi accompagnement, planifier un point régulier pour vérifier la résolution. Bon, ça, faut pas être non plus trop formel, hein, je pense. Faciliter la réintégration du membre dans l'équipe, encourager la communication ouverte et respectueuse. Ok, mot d'ordre, recréer la confiance et la cohésion de l'équipe. Voulez-vous que nous approfondissions l'un de ces points? Que faire si le team member persiste à ne plus travailler? Donc ChatGPT nous proposait une petite solution qui consistait à alléger ses tâches, à le mettre en binôme, donc ce que je trouve pas mal. Là, il proposait rien de tel, donc c'est pour ça que j'ai posé cette question. Dans cette situation de blocage persistant, voici une approche structurée, clarification formelle, organisation d'un entretien formel mais bienveillant, expliquer clairement les conséquences professionnelles de son refus. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on a le sentiment que Claude quand même est un peu plus sévère que ChatGPT. Utiliser des faits concrets, ok. Explorer les raisons profondes du blocage, s'agit-il vraiment d'un conflit extérieur? La raison profonde, c'est toujours utile. Médiation, arbitrage, proposer une médiation, option contractuelle, rappeler les engagements professionnels, définissez clairement les attentes, ok, dernier recours si aucune solution, coaching individuel, réaffectation temporaire. Bon, moi je trouve que Claude est un peu plus sévère, qui propose pas de solution très voilà, de solution très sympa. Donc j'ai envie de mettre 4, parce que je trouve que c'est un peu moins bien. Là où ChatGPT, je vous le redis, proposer un compromis immédiat. Donc tâche moins sensible, travailler en binôme pour alléger la pression, ça je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que quand on se dispute, c'est bien d'être en groupe, de ne pas être tout seul. Donc j'enlève un point à Claude. Alors maintenant, dernière IA, on va... alors oui, là je demandais la version, mais... on va demander à Gemini. Donc, en tant que coach agile expérimenté, je comprends que les conflits interpersonnels peuvent rapidement perturber la dynamique d'une équipe et affecter la productivité. Ok, entretien individuel avec le team member, créer un espace sûr, écouter activement, poser des questions ouvertes, rester neutre. Donc ça a déjà été dit par les autres IA, identifier le besoin. Donc là, c'est l'écoute individuelle. On attend la médiation, enfin moi j'attends la médiation et proposer une petite solution d'attente ou d'allègement de la charge sur le ou la team member qui s'est disputé. Comprendre les raisons profondes, ça c'est toujours bien. Définir les attentes, clarifier ensemble les attentes de chacun vis-à-vis du travail à accomplir. Bon, ça fait jamais de mal. Trouver des solutions ensemble. Impliquer les team members dans la recherche de solutions, ça c'est toujours une bonne idée. Établir un plan d'action, bon, ça c'est un peu trop formel à mon goût dans le cas d'un conflit interpersonnel. Définissez les étapes concrètes pour résoudre le conflit. Fixez des délais, mettez en place un suivi régulier, bon, là aussi c'est très formel. Insister sur l'importance de l'équipe, rappeler les valeurs agiles, souligner l'importance de la collaboration, donc ça se fait jamais de mal. Mettre en avant l'impact sur le projet, expliquer qu'un blocage d'un membre de l'équipe peut avoir des conséquences négatives. Bon, pareil, ça j'aime pas trop, c'est un peu du finger pointing d'une personne, mais...
Bon, ça peut s'entendre, donc je ne sanctionne pas. Si nécessaire, faire intervenir un médiateur, donc ça je l'ai dit, faire appel à un tiers impartial, donc ça peut être le Scrum Master de l'équipe lui-même s'il n'a pas pris part à la dispute, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur, de complètement extérieur, comme par exemple un coach agile. Conseil supplémentaire, évitez de minimiser ses sentiments, c'est vrai, soyez patient, la résolution de conflit prend du temps, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Effectivement, communiquer avec l'équipe, en résumé, il est essentiel de traiter les situations avec empathie et bienveillance. Donc là, ça me plaît un tout petit peu plus que ce que dit Claude. On va lui demander, on va préciser la question. Que faire si le team member persiste à ne plus vouloir travailler? Impliquer le responsable direct, faire un point de situation, expliquer clairement la situation au responsable direct. Bon, ça c'est pas bien, mais on va pas le retenir parce que je l'avais pas posé à ChatGPT. Souligner l'impact sur le projet, organiser une réunion. Bon, envisager des actions plus formelles. Tout ça, j'aime pas trop quand même. Bon, je trouve que Gemini, c'est un peu comme Claude. On va mettre 4. Voilà. Allez, on passe au conflit suivant. Alors, conflit, c'est pas forcément une dispute. Hein. Ça peut être des différences de point de vue, des désaccords. Donc là, le use case suivant, c'est autour de la dette technique, qui est souvent un sujet de conflit. Comporte-toi comme un expert en agilité, un Scrum Master expérimenté. Je suis team member dans une équipe agile qui fonctionne en safe. Nous avons une certaine pression pour livrer des features à la fin de chaque sprint. Après une dizaine de sprints, nous avons accumulé de la dette technique. Il faudrait faire un peu de refactoring sur le code. Ceci aurait pour conséquence de livrer moins d'US par sprint. Le PO ne veut pas qu'on consacre du temps à la réduction de cette dette technique. Il dit qu'on devrait essayer de bien programmer du premier coup. Qu'en penses-tu? Que faire? Alors, ça, c'est hyper classique. Un PO qui refuse, un PO, PM ou autre, ou client qui refuse qu'on consacre du temps à résoudre la dette technique. Donc c'est un conflit en ce sens que le métier ne veut pas qu'on passe du temps sur des choses techniques et l'équipe technique, elle, comprend bien qu'il faut passer ce temps pour la bonne santé de l'application. Alors, et c'est pas évident parce que le métier et les gens de la technique, ils appartiennent à deux mondes différents, hein, le monde du métier et le monde de la technique, ils n'ont pas forcément le même point de vue, les mêmes enjeux, la même compréhension des choses. En particulier, ce qui est fréquent, ce qui peut arriver, c'est que le métier ne comprenne pas réellement la technique, même s'il peut bien maîtriser l'application en elle-même et à la partie métier, il n'est pas forcément informaticien. Le concept de dette technique, le métier peut ne pas le comprendre. Donc là, là aussi, dans tout conflit, en fait, je vais peut-être le dire à chaque fois, mais la médiation donc entre l'équipe entre l'équipe technique et le métier, ça peut être utile. Donc ça peut être par exemple le Scrum Master ou un coach agile qui peut faire cette médiation. Et là, en quoi va consister cette médiation? Il faut arriver à faire comprendre au PO, donc là dans cet exemple-là c'est le PO, il faut arriver à lui faire comprendre ce que c'est que la dette technique, le concept de dette technique, que c'est pas forcément parce qu'on programme mal, mais que parfois, quand on avance surtout avec un processus itératif, où on va vite, où on remet en question les choses, parfois les aspects métiers ou parfois les aspects techniques de sprint en sprint, parfois on est obligé de revenir sur des choses qu'on a fait, de corriger, d'améliorer, et voilà, donc la dette technique fait partie de ça. Donc il faut vraiment bien expliquer les enjeux et surtout expliquer au PO que ça va être une perte de temps à court terme, mais qu'à long terme, normalement, ça nous fera gagner du temps parce que le code sera plus propre, ça sera plus facile de programmer dans un environnement qui est bien normalisé d'un point de vue technique et les gens vont mieux comprendre. Donc normalement, c'est un gain à l'échelle de tout le projet. Voilà, donc c'est ce que je dirais. Comme réponse à cette question. Alors, ces questions, je les ai écrites il y a longtemps et je ne les ai pas préparées avant d'enregistrer cette vidéo. Donc, tout est improvisé. Même si c'est assez classique. Bon, j'ai pas trop réfléchi non plus. Mais on va voir s'il y a capable de faire mieux. Comprendre et adresser les inquiétudes du PO. Empathie et dialogue. Donc, ok, ça, on le dira toujours. Le PO a probablement une pression de livraison de valeur. Et c'est certainement le cas. Expliquer les conséquences de la dette technique. Donc ça, voilà, je l'ai dit, expliquer les conséquences de la dette technique non résolue ralentit inévitablement le rythme de livraison future et augmente le coût des maintenances. Ça, c'est très vrai. Il nous propose même des phrases de ChatGPT, donc c'est pas mal.
Quality is built-in, donc built-in quality, c'est un des principes du Lean qui est aussi dans l'agilité. Safe insiste sur l'intégration de la qualité à chaque étape, ne pas résoudre la dette technique va à l'encontre de ce principe. Effectivement, dans Safe, les équipes doivent pouvoir maintenir un rythme de travail soutenable à long terme. L'accumulation de dettes techniques compromet cette capacité, pourquoi pas. Solution équilibrée, fractionner le temps pour le refactoring. Propose une approche où une petite partie de chaque sprint, par exemple 10 à 20%, est dédiée à la résolution de la dette technique. Alors ça c'est vrai, j'y ai pensé au tout début, j'ai oublié de le dire, mais on n'est pas obligé de résoudre toute la dette technique en un seul sprint, surtout si on en a accumulé. Donc ça peut être aussi une négociation. Il faut aussi comprendre que le PO a aussi ses enjeux métiers, ses objectifs. Donc effectivement, faire un deal, on va faire 10% ou 20%. Bon alors du temps, on va passer 10 à 20% du temps à chaque sprint pour réduire cette dette technique et en espérant qu'en plus ça améliore les développements pour les sprints suivants. Donc ça c'est une bonne idée. Planification proactive pendant le PI propose d'inclure explicitement des tâches de réduction de la dette technique. Donc c'est aussi une bonne idée. Il se met dans un contexte safe. Ah bah oui, parce que je l'ai écrit dans la question, donc c'est pour ça. Effectivement c'est une bonne idée. Utilise les données pour convaincre, ça c'est toujours bien. Sensibilise à l'importance de la qualité dès maintenant. Appuie-toi sur des alliés, des cérémonies safe et les cérémonies safe. Ok, bon, tout ça c'est des bonnes idées. Propose un test limité, excellente idée. Documente et priorise la dette technique, pourquoi pas. Exemple de communication avec le PO. Bon, je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de texte, mais ça me paraît une très bonne réponse. Donc on va mettre 5 à ChatGPT. Alors maintenant, on va faire dans le désordre, on va faire Gemini pour changer un peu l'ordre. Donc, c'est une situation complexe que beaucoup d'équipes agiles rencontrent, c'est vrai. Je lis pas tout, hein. J'espère que si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause. J'espère que je n'ai rien raté d'important. En tout cas, j'essaye de lire en diagonale, mais je le dis pas à voix haute. Dette technique. C'est un peu comme une maison qui aurait besoin de quelques réparations. Si on ne s'en occupe pas, elle risque de se dégrader plus rapidement et de devenir plus coûteuse. Excellente analogie. Comprendre les enjeux, vitesse de livraison, il est important de livrer la valeur régulièrement, mais sacrifier la qualité au profit de la vitesse peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Très vrai. Point de vue du product owner, le PO est focalisé sur la livraison de valeur pour le client, il est normal qu'il veuille voir les résultats rapidement. C'est vrai. Il faut comprendre que la valeur est aussi liée à la technique, donc ça va certainement être dit dans la suite. Dialogue ouvert avec le PO, expliquer les conséquences, ok, proposer des solutions concrètes, montrer-lui comment consacrer un petit pourcentage de chaque sprint au refactoring, mettre en avant les bénéfices, ok, involver l'équipe. Ah. Donc là, c'est traduit de l'anglais. Donc Gemini veut certainement dire impliquer l'équipe. Donc ça, c'est un mot inventé suite à une traduction. Organiser une rétrospective, créer un consensus. Bon, au niveau de l'équipe, en fait, le conflit est entre l'équipe et le PO. Donc je pense que l'équipe elle est d'accord avec elle-même. Mais bon, après, pourquoi pas, ça ne peut pas faire de mal. Utiliser les mécanismes de Safe PI Planning, système de Kanban. Si votre équipe utilise Kanban, vous pouvez créer une colonne spécifique pour les tâches de refactoring et prioriser en fonction de leur impact. Ok, pourquoi pas, je ne suis pas très convaincu. À discuter, mettre en place des bonnes pratiques, tests unitaires, revue de code, pair programming. Donc bon, ça c'est des pratiques assez coûteuses. Donc si le PO veut déjà pas qu'on réduise la dette technique, mettre en place tout ça, je pense que c'est aussi des très bonnes pratiques, mais on ne peut pas toujours tout mettre en place, hein. Dans les projets réels, il y a toujours des contraintes et là, réduire de la dette technique, c'est plus important peut-être que des revues de code ou du pair programming, ou peut-être pas. Peut-être que si on faisait test unitaire, revue de code et pair programming de manière systématique, il n'y aurait jamais de dette technique et le développement irait plus vite. Ça se discute. Mais je pense pas que quand on... Donc là, on demande quelque chose, réduction de la dette technique, et Gemini propose de rajouter des choses en plus. Qui sont certainement très intéressantes sur le long terme, mais dans le cadre d'une négociation qui pourrait être difficile à faire passer. Mais après tout, pourquoi pas. Conseil supplémentaire, visualiser la dette technique, utiliser des outils pour visualiser cette dette et montrer son évolution au fil du temps. Ça peut être utile. Mesurer l'impact du refactoring, mettez en place les indicateurs pour mesurer l'impact. En fait, il faudrait mesurer l'impact positif de la réduction de la dette technique pour convaincre le PO. Être patient, réduire la dette technique est un processus qui prend du temps, ne vous attendez pas à un résultat immédiat. En résumé, il est important de trouver un équilibre entre la vitesse de livraison, la qualité de code, en communiquant ouvertement. Bon, cette réponse, elle m'a l'air pas mal quand même.
je vais mettre 5 parce que voilà, on va pas chipoter. Donc dernier, Claude. Dernière IA, Claude. Donc, en tant qu'expert agile, Scrum Master expérimenté, voici mes recommandations. Compréhension de la situation, la dette technique est naturelle et inévitable. L'argument bien programmé du premier coup est un peu simplificateur car les besoins évoluent constamment. Notre compréhension du domaine s'améliore. Le choix technologique peut devenir obsolète. La vélocité diminuera naturellement si on ne gère pas cette dette. Excellent argumentaire, c'est bien de reprendre ça, bien programmé du premier coup. Bon, faut pas être susceptible, mais c'est une vision simpliste des choses. Stratégie de la communication avec le PO, préparer des métriques concrètes, temps croissant pour implémenter, très bonne idée, augmentation de bugs, complexité croissante, expliquer que la dette technique est comme une taxe qui augmente progressivement, présenter un ROI, oui, donc ça c'est bien. Solution pratique, proposer un Boy Scout Rule, améliorer légèrement le code à chaque modification. Ah, je ne connaissais pas, mais ça m'a l'air très bien. Je ne connaissais pas ce terme, je ne sais pas si c'est connu, dites-le moi en commentaire si vous savez. Intégrer le refactoring dans les estimations des US, pourquoi pas. Dans chaque US, on augmente pour intégrer une prise en charge de la dette technique, mais même sans le dire au PO, parce que normalement c'est l'équipe qui estime les user stories et pas le PO. Et du coup, l'équipe est souveraine par rapport à ses estimations et fatalement, si le PO refuse qu'on traite spécifiquement la dette technique via une US technique dédiée, on peut très bien l'inclure dans le coût de chaque US, en lui disant que ça fait partie du travail du développement, ce qui est vrai. Point de story tenant compte du refactoring nécessaire, suggéré et dédié un pourcentage fixe. Donc ça, ChatGPT nous l'avait dit, approche safe. Bon, plan d'action concret, je ne vais pas tout lire, donc je lis en diagonale. Tout ça m'a l'air vraiment très bien. Je trouve même que c'est la meilleure réponse que Claude nous a donnée. Donc 5 aussi. Maintenant, dernier conflit qu'on va étudier. Le PO conteste les estimations de l'équipe. Donc on en parlait juste avant des estimations. Donc je lis la question. Comporte-toi comme un expert en agilité, un Scrum Master expérimenté. Je suis Scrum Master d'une équipe. L'équipe a réalisé des estimations sur les US pour les sprints futurs. Le PO n'a pas participé aux estimations, mais après avoir pris connaissance des estimations, il trouve qu'elles sont beaucoup trop élevées et qu'il faut les réduire grandement, divisées par 2 au moins. J'ai le sentiment que le PO pense qu'on surcharge les estimations afin de moins travailler, mais ce n'est pas le cas. Que faire? Bon, ça c'est aussi du vécu, et c'est un classique, je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu cette situation. Je pose la question, mais d'abord je donne ma réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Bon, en réalité, ça va être assez simple. Bon, c'est désagréable quand ça se produit parce que parfois il y a des PO. Alors en général, c'est les PO qui connaissent un peu la technique, qui contestent les estimations, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils comprennent comment fonctionne la technique, mais ils n'anticipent pas tous les coûts qu'il peut y avoir à développer telle ou telle user story. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est expliquer pourquoi on estime comme ceci. En plus, si on estime avec le story point, normalement, on doit estimer le poids relatif des tâches les unes par rapport aux autres, et pas forcément en jour homme, mais imaginons qu'on estime en jour homme, ça peut arriver aussi. Donc il faut expliquer à quoi on va passer le temps qu'on dit qu'on va passer pour les user stories. Peut-être que le PO, par exemple, ne prend pas en compte les tests. Peut-être qu'il ne prend pas en compte, je ne sais pas, quand on modifie parfois par exemple, si on modifie une structure de base de données, si on modifie un modèle objet, il peut y avoir énormément d'impact qu'il faut prendre en compte. Donc il y a souvent des bonnes raisons qui font que le développement du S prend du temps, mais les gens ne connaissent pas forcément ces bonnes raisons. Donc on peut les expliquer. Et ça, en fait, si le PO conteste les estimations de l'équipe, c'est peut-être qu'il n'a pas confiance dans l'équipe. Donc il y a un manque de transparence. Donc si le PO n'a pas participé aux estimations, on pourrait l'inviter à des estimations pour qu'il voit comment ça se passe et sur la base de quoi on estime, et créer des liens comme ça.
Si on l'invite aux estimations, s'il comprend que c'est plus compliqué que ce qu'il s'imagine, et qu'il accepte, il va se dire ok, c'est bon, je vous laisse faire, je ne veux plus participer aux estimations, j'ai compris que c'était compliqué et maintenant je ferai confiance à vos estimations. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, s'il veut vraiment réduire les estimations, bon, ça peut être un problème qu'il n'y a pas assez de budget, par exemple, pour traiter ces user stories. Donc là, réduire les estimations, ça ne changera rien, mais il faudrait plutôt réduire le nombre d'user stories. Garder les estimations de chaque user story, mais si c'est un problème de budget, on réduit les user stories en priorisant. Voilà. Sinon, après, comme dans tout conflit, comme je l'ai dit avant, on peut faire intervenir une médiation de quelqu'un d'extérieur. Donc ça peut être mal vécu par l'équipe, mais dans la méthode SAFe, par exemple, il y a des systèmes architectes qui sont au niveau train, qui peuvent aussi donner leur avis. Bon, ça c'est vraiment... je le conseillerais pas trop. Je pense que ça peut être utile en dernier recours, mais ça montrerait quand même un manque de confiance dans l'équipe, je trouve. Je pense que c'est pas très sain, mais ça peut aussi être utile si par exemple une personne extérieure de l'équipe dit la même chose que l'équipe en termes d'estimation. Ça peut faire passer la pilule au PO. Donc c'est un peu délicat. Alors j'ai été un peu long. On va voir pendant ce temps ce que ChatGPT a répondu. Je commence encore par ChatGPT. Crée un espace de dialogue, organise une réunion spécifique. Bon, pourquoi pas. L'espace de dialogue, c'est toujours bien. Clarifier le processus d'estimation. Explique les story points. Si on est en story point, effectivement, le story point peut être très souvent mal compris et ça fait pas de mal de leur expliquer. Rappelle l'objectif des estimations. Elles servent à prévoir la charge globale de travail et non à mesurer directement la productivité. Effectivement, impliquer le PO dans les futures estimations, je l'ai dit. Donc ça peut être bien et pas bien, parce que parfois on n'a pas envie d'avoir le PO tout le temps sur le dos, qui a un autre point de vue et qui pourrait parasiter un peu le travail sur la compréhension technique, mais ça peut aussi être très bien. Donc, parce que au cours des estimations, souvent on se pose des questions fonctionnelles, etc. Donc si le PO est impliqué, si ça se passe bien avec l'équipe, moi je recommanderais qu'il participe aux séances d'estimation. Après, s'il y a déjà une tension, un manque de confiance, c'est peut-être pas utile qu'il participe à toutes les estimations, ça peut créer des tensions supplémentaires, mais je pense que ça peut être bien qu'il participe au moins à une séance d'estimation pour se rendre compte comment ça se passe et sur quelle base on estime. Utiliser les données pour illustrer la réalité, compare les prédictions passées à la réalité, excellent point. Faciliter une discussion sur les attentes, discuter avec le PO et ses attentes, voilà, ça c'est de la médiation. Défendre l'équipe sans confrontation, tout à fait, éviter la confrontation. Rappelle que les estimations sont réalisées par l'équipe qui connaît le mieux la complexité du travail. Propose une expérimentation. Si le PO reste sceptique, propose un test pilote. Prenez une ou deux user stories, réévaluez-les ensemble, observez ensuite. Excellente idée, je ne l'avais pas dit, mais c'est une bonne idée. Cela permettra de valider ou d'ajuster les méthodes d'estimation avec les données concrètes. Rappelez les principes agiles. Ok, favoriser les environnements de confiance. Si tu ressens que le PO doute de la motivation de l'équipe, organise une rétrospective spécifique sur la collaboration avec le PO pour ouvrir un dialogue constructif. Invite le PO à exprimer ses attentes. Bon, tout ça, ça me paraît pas mal. Bon, il parle pas de la solution de faire intervenir un expert extérieur pour juger les estimations, mais j'avais dit que c'était à double tranchant, que ça dépend vraiment de la situation. Donc pour moi, c'est une bonne réponse, c'est assez complet. Donc je vais mettre 5 aussi. Voilà. Ensuite, même question. Donc cette fois-ci, on la pose à Claude. Donc sur tout ce qui est questions comme ça, use case, l'IA en général répond très bien. Donc pour les précédents, voilà, on avait vraiment d'assez bonnes réponses. Proche de la perfection. En tant qu'expert, Agile Scrum expérimenté. Voici mon analyse et mes recommandations. Problème identifié. Absence du PO lors des estimations. Point critique. Alors je ne sais pas pourquoi c'est écrit point critique. Le PO peut être très utile pendant les estimations. Mais j'estime que les estimations peuvent aussi se faire
sans le PO. Bien sûr, il faut d'abord que les user stories aient été expliquées au préalable au product owner. Hein. Oui, c'est vrai que souvent maintenant, dans toutes les missions où je suis intervenu récemment, il y avait le PO qui participait au backlog refinement, aux estimations, enfin le backlog refinement c'est normal, mais aux estimations aussi qui se faisaient dans la séance de backlog refinement. Donc effectivement, si le PO est absent, normalement s'il est absent, il n'est pas censé critiquer après, bon voilà. Manque de confiance apparent entre le PO et l'équipe, incompréhension possible sur le processus d'estimation, effectivement, confusion possible entre estimation et engagement. Voilà, donc là, Claude nous identifie le problème. Donc ça, c'est très bien. Action immédiate, organiser une session spéciale de planning poker avec présence obligatoire du PO, décomposition détaillée des US, expliquer les hypothèses techniques, documentation des risques identifiés. Excellent. Stratégie de communication, expliquer au PO le principe d'estimation par l'équipe, seule l'équipe peut estimer, ça c'est vrai. La différence entre estimation et durée de travail, donc si on est en story point, c'est tout à fait... Bon, effectivement, c'est tout à fait pertinent. L'impact du découpage technique des tests de la qualité, tout à fait. Les risques d'une sous-estimation, d'aide technique, bug, retard. Voilà, le retard, effectivement, le retard, c'est un risque. Si l'équipe, si le PO trouve que l'équipe donne des estimations trop hautes, mais que l'équipe n'est jamais en retard, c'est peut-être mieux que donner des estimations plus faibles et d'être tout le temps en retard. Au moins, si on donne des estimations qu'on atteint, qui se réalisent à chaque fois, c'est quand même un très bon point. C'est ce qu'on appelle la prédictabilité. Prédictibilité et prédictability en anglais. Proposer un exercice de décomposition collective, détailler toutes les tâches nécessaires. Donc voilà, exercice de transparence, ça ne fait pas de mal et ça permet de comprendre et d'aligner un peu les points de vue. Souvent, quand il y a des discussions comme ça, que le PO conteste des estimations, ça peut être simplement un malentendu parce que les gens n'ont pas le même niveau de compréhension des points de vue techniques. Ou alors, bon, l'autre problème, ça peut être que le PO est réellement sous pression et met l'équipe sous pression par rapport à la livraison de valeur. Et dans ce cas, c'est pas, le problème ne vient pas des estimations en elles-mêmes, hein, le problème est ailleurs. Instaurer des sessions régulières de refinement, améliorer la documentation, mettre en place des métriques, ok, propositions constructives suggérées, un sprint pilote. ChatGPT nous avait aussi proposé de faire une petite expérience. Point d'attention, ne pas céder à la pression de sous-estimer, tout à fait, ça c'est vrai. On essaie de trop souvent, mais après voilà, dans une négociation ça peut être un peu donnant-donnant. On peut donner un petit quelque chose pour faire plaisir, parfois ça peut débloquer une situation de conflit. Un outil, rappeler que les estimations sont un outil d'aide à la planification basé sur l'expérience de l'équipe. Excellent, nécessaire pour une planification réaliste. Donc tout ça c'est très bien. Renforcer la collaboration PO-équipe, améliorer la compréhension mutuelle, établir un processus d'estimation transparent. Excellent, 5. Allez, dernière IA qu'on va tester, c'est Gemini. Et ça sera la dernière question pour aujourd'hui. C'est une situation délicate que tu rencontres en tant que Scrum Master. Il est important de gérer cette divergence d'opinion de manière constructive. Petite phrase introductive de blabla, mais qui est vraie. Voici quelques pistes. Comprendre les raisons du PO, organiser une réunion individuelle, ça fait pas de mal. Écouter activement, ok, donc ça, comme dans toute médiation, comme dans les questions précédentes. Poser des questions ouvertes, encourage-le à développer sa pensée, lui poser des questions. Donc là, on est toujours dans, j'imagine, dans le truc individuel. Pour quelles raisons penses-tu que les estimations sont trop élevées? Quels critères utilises-tu pour évaluer la complexité des US? En fait, ouais, bon, ça m'est arrivé plein de fois, hein, dans plein de missions. Une fois, bon, dans une mission, il y avait un bug à résoudre et finalement, modifier le bug, ça consistait à modifier une ligne de code dans toute l'application. Donc là, la PO, elle avait dit, mais comment ça peut prendre des jours de modifier une ligne de code? Ben, la réponse, c'est que en fait, pour ça, dans le code, il y avait des dizaines de milliers de fichiers. C'était une application taille moyenne, moyen plus. Et du coup, une fois qu'on a la solution, c'est facile. On voit la ligne de code dans un commit qu'on a modifié. Mais quand on n'a pas trouvé d'où vient le bug, il faut faire des tas de tests, etc. On patauge. C'est un peu comme une enquête. C'est le temps de cette enquête qui prend plusieurs jours. Donc en fait...
Bon, alors là, c'était dans le cadre d'un bug, c'était pas vraiment une estimation d'une feature. Donc il n'y avait même pas eu d'estimation. On nous avait reproché que ça prenait trop de temps d'avoir modifié une ligne de code. Mais bon, c'est un peu similaire. Parfois, les gens qui sont extérieurs à la technique ne comprennent pas où se trouve la complexité. Donc la complexité, ça peut être de comprendre quelque chose dans une masse de code énorme avec tout un tas d'interactions, même s'il n'y a qu'une ligne à modifier. Bon, voilà, je ne sais pas si cet exemple est hyper pertinent, je pense que oui. Revoir les estimations avec l'équipe, organiser une session de raffinement, reprend les estimations avec l'équipe en présence du PO, donc voilà, ça je l'avais dit. Expliquer la méthode d'estimation, toujours bien expliqué, transparence, c'est très important. Mettre en évidence les incertitudes, tout à fait. Les estimations peuvent intégrer des incertitudes ou des risques. Inviter le PO à participer activement, pourquoi pas, ça peut pas faire de mal. Trouver un terrain d'entente, mettre en place un système de suivi, propose de suivre de près la réalisation des premières US, c'est une bonne idée. Mettre en place le mécanisme d'ajustement si les estimations s'avèrent effectivement trop élevées. Donc ça veut dire que les estimations trop élevées, ça voudrait dire qu'on a fini de travailler avant la fin du sprint et que bon, on se tourne les pouces. Bon, c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver, surtout si c'est une nouvelle équipe qui se lance, qui est dans une bonne dynamique et qu'on doit ajuster un peu les estimations sur un nouveau projet. Mettez en place un mécanisme pour ajuster les estimations futures. Alors, il n'y a pas besoin de mettre en place spécialement un mécanisme. On est censé s'ajuster à la fin de chaque itération, par exemple via la rétrospective. Si on se rend compte qu'on avait surestimé les tâches, etc., on s'adapte pour les prochains sprints. Négocier un compromis, propose une réduction des estimations, mais de manière plus raisonnable en expliquant les conséquences possibles. Effectivement, ça c'est une bonne idée. Le compromis, c'est toujours bon à prendre. Mettre en avant la valeur ajoutée des estimations, rappeler l'importance de la planification, mettre en évidence les rôles des estimations conseils supplémentaires, rester objectif, favoriser la collaboration, communiquer de manière transparente, faire preuve d'empathie, etc. Bon, c'est une bonne réponse. Pas de fausses notes, à mon sens. Donc, je mets 5 aussi. Donc, on va reprendre notre tableau qui va nous suivre pendant toutes les présentations sur l'IA. Donc, dans ce tableau, il y a tous les use cases passés. Donc, les 2 premières vidéos, Classic Scrum Master. Les vidéos template rétro. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez les consulter, bien sûr. Vous avez les notes. Et là, j'ai 3 lignes pour mes 3 conflits qui sont ici. Je vais zoomer un petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc, ChatGPT. Bon, on va faire sujet par sujet. Donc 5-4-4 pour le premier conflit. Alors oui, pour Claude, il y en a 2 parce qu'ils ont changé la version qui était accessible gratuitement. Alors peut-être que je vais fusionner un peu. J'ai envie d'être un peu rigoureux, donc c'est pour ça que je mets le numéro de version, je mets la date, etc. pour suivre les évolutions de l'IA sur le long terme. Donc on fera peut-être des vidéos similaires dans quelques mois, mais du coup là mon tableau est pas très lisible. Bon, j'espère que vous comprenez quand même. 555, 555. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez le lire plus en détail. Donc hop, et donc sur la résolution de conflit, quelle est la moyenne de l'IA? Donc là, 5 sur 5 pour ChatGPT, 4,67 et 4,67 pour Claude. Parce que j'estimais que la réponse au team member fâché était un peu moins bonne sur le premier use case. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc là, il faudra calculer la moyenne aussi par use case. Tac, on fait comme ça. Et voilà. J'améliore un peu ce tableau, mais on voit que sur tout ce qui est textuel, use case, etc., l'IA est vraiment pas mal. Donc sur ces use cases de conflit, alors que pour dessiner des templates de rétrospective, c'était plutôt mauvais et pas exploitable. C'était assez limite. Vous regarderez l'autre vidéo. Donc voilà, si on a un problème de conflit à résoudre, qu'on ne sait pas trop comment prendre ce problème et qu'il n'y a pas de coach agile sous la main pour nous aider, vous pouvez demander conseil à l'IA et elle vous donnera des bonnes réponses. En tout cas, si on en croit ces 3 use cases qu'on a testés aujourd'hui. Bien sûr, on en testera d'autres. On testera d'autres types d'activités dans les prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.